La table ronde qui nous intéresse maintenant est tournée vers l'avenir, demain, après-demain et encore plus loin. Nous allons parler de francophonie économique, je dirais même numérique. Quelles solutions face aux défis posés par les évolutions numériques et l'intelligence artificielle? Pour en parler, je demande à Monsieur Hicham El-Habti, président de l'UM6P, de me rejoindre sur cette scène. Madame Caroline Comé-Fregnaud, vice-présidente France, Benelux et Afrique d'OVH Cloud. Monsieur Étienne Giraud, président du CIAN. Vicky Baudouin, vice-présidente de Resus. Antoine Ngom, vice-président du patronat du Sénégal. Hadi Chaib Ainou, directeur général du groupement professionnel des banques du Maroc. Et pour distribuer la parole, Monsieur Sohame Kebin. Merci. Rebonjour à tout le monde. Donc je ne vais pas vous parler de la REF 2026 qui se déroulera au Cambodge. Je pense que tout le monde l'a entendu. Donc on va parler des défis, effectivement, des évolutions numériques et de l'intelligence artificielle, des défis du futur, comme l'a annoncé le présentateur, et des défis qui aujourd'hui nous concernent tous, ou qui vont de toute façon tous nous concerner, que l'on vienne d'Europe, que l'on vienne d'Afrique, que l'on vienne d'Asie ou d'Amérique du Nord, que soyons des petites sociétés. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous interroge tous et qui va pardon, tous nous interroger. Donc avant de démarrer, j'aimerais solliciter Monsieur Hicham pour une brève définition de l'intelligence artificielle, si cela vous va. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par définir ce que veut dire l'intelligence artificielle. Et en fait, je vais me référer à la définition qui vient d'être donnée par un professeur à l'UM6P. L'intelligence artificielle, c'est juste en fait une mode, c'est des termes qu'on utilise. Il y a 10 ans, on l'appelait peut-être science des données avant, mais à la base, c'est des statistiques, en fait, c'est des maths. Donc, et derrière l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine qui est capable en fait d'écrire des algorithmes pour pouvoir répondre à des opérations que l'esprit humain pensait ne pas pouvoir le faire. Donc c'est ça l'intelligence. Donc en fait, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va commencer par la Pascaline. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Pascaline. La première machine qui a été faite par Pascal pour faire les additions. Et à l'époque, ça s'appelait l'intelligence artificielle. Parce que c'était pour tout le monde, il n'y avait que l'être humain qui était capable de faire une addition. Donc, mais il y a une machine qui a réussi à faire l'addition. Et en fait, on continue comme ça. Il y a le jeu des échecs, il y a l'AlphaGo. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste une combinaison d'une capacité des machines, donc des ordinateurs, à faire des choses que l'esprit humain pensait être le seul capable de faire. Merci pour cette définition qui est très claire. Je vais tous vous solliciter juste moins d'une minute chacun, s'il vous plaît, pour que vous nous disiez justement qu'est-ce que représente pour vous l'intelligence artificielle. Des défis, des opportunités, de façon très très courte, juste pour démarrer la conversation. Honneur aux femmes. Alors, bonjour à tous, Caroline Comé-Fregnaud, OVH Cloud. Donc pour nous, le défi, c'est l'infrastructure, vous pouvez l'imaginer, puisque l'intelligence artificielle demande de la puissance de calcul. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être capable de mettre à disposition de nos clients la puissance de calcul qui est nécessaire et qui est exponentielle. Il y a un vrai enjeu, de vraies pénuries sur ce sujet-là. Bonjour, mon nom c'est Vicky Baudouin, une entreprise du Québec en technologie de l'information qui est en infrastructure réseau. Pour nous, l'intelligence artificielle, on l'aborde à tous les jours avec les entrepreneurs et pour eux, c'est la performance, c'est l'avancement technologique. Donc, c'est une façon peut-être de contrer la pénurie de main-d'œuvre. C'est l'évolution, mais je dirais même plus, c'est une culture d'innovation qu'on intègre dans chacun des collaborateurs dans notre société. Bonjour à tous, je suis Étienne Giraud, je suis le président du CIAN, qui est une organisation qui regroupe toutes les entreprises françaises qui opèrent en Afrique. Alors, l'intelligence artificielle, c'était le sujet d'aujourd'hui, donc
assez simplement, je me suis dit qu'on allait peut-être m'interroger pour savoir ce que c'était. J'ai donc demandé à ChatGPT ce que c'était. Et ChatGPT m'a répondu, c'est un système qui est beaucoup plus intelligent que vous et qui probablement va prendre votre place. Bon, évidemment, ce n'est pas vrai. Sérieusement, je pense que ça a été dit, l'intelligence artificielle, c'est un système de machines et de logiciels qui, à travers une base de données incroyable de données de classement et de bases, permet de raisonner comme l'esprit humain. Et donc, évidemment, ça a des conséquences à la fois positives, extraordinaires, et notamment pour l'Afrique. Et ça a aussi son petit lot, et même quelquefois son gros lot de risques, dont on reparlera. Donc, Antoine Gomme, je suis vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal. Je crois que tous les acteurs qui sont là ont donné suffisamment de définitions. Moi, en fait, le côté intelligence artificielle, ce qui m'intéresse dedans, c'est la capacité d'innovation que ça peut donner à l'entreprise. Aujourd'hui, toutes mes interventions, je vais les faire focus sur l'entreprise. Donc, je dirais que pour l'entreprise, c'est vraiment un instrument formidable d'innovation. Monsieur Ali. Ladi Cheibainou, directeur général du groupement des banques du Maroc et également secrétaire général de l'Union bancaire francophone. J'étais au GITEX maintenant entre midi et 2 et j'allais venir ici. Donc, et je me suis dit, j'ai trouvé un prestataire utilisant l'intelligence artificielle. Il y avait un robot, un prototype. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez le paramétrer donc sur moi. Donc j'ai laissé Cheibainou, robot là-bas, et je suis venu en chair et en os. Et c'est ça la définition en réalité de l'intelligence artificielle. Tout ce qui a été dit est vrai. Et Hicham a dit une chose, c'est que ce n'est pas nouveau. C'est au moins 1950, si mes souvenirs, sinon encore plus loin. Mais dans les chroniques, c'est 1950. C'est déjà, on n'était pas encore nés. Et donc ça, c'est important. Je parle ceux qui sont ici. Et donc, et les autres aussi. Et donc l'intelligence artificielle, selon celui que j'ai laissé, c'est une boutade uniquement sur GITEX, c'est l'imitation de l'intelligence humaine. C'est la simulation de l'intelligence humaine en utilisant des algorithmes. Et l'imitation se ferait sur des machines, sur des robots. C'est ça, c'est plus simple. Seulement, à ce niveau, c'est important parce qu'elle peut traiter en masse, comme c'est l'informatique en général, rapidement. Il peut même penser pour nous, même pour l'avenir. Ça reste aussi, entre guillemets, à prouver, mais ça reste quand même, ça doit rester limité par rapport à l'homme. L'intelligence artificielle n'a pas d'affection, n'a pas d'émotion. J'ai vu sur Internet, ils ont fait comparer une dame à l'accueil, même physiquement, c'est pratiquement humain, et une dame, une autre hôtesse humaine. Elle serait limitée tout, sauf les dernières questions vraiment de gestuelle et tout, et de réaction, donc d'émotion. Et donc ça, c'est un autre sujet sur l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, on a commencé à parler des droits de l'homme, des robots. On a parlé de droits au travail des robots. Ça, il y a des recherches qui ont déjà commencé à ce niveau. Et je ne sais pas, peut-être aussi de la procréation assistée pour les robots, et ainsi de suite. Mais on se limite, je crois, à l'humain. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais c'est important, c'est l'avenir et c'est le présent déjà. Merci. Bon, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on va engager une discussion sur la procréation assistée des robots, mais... merci pour cette intro. Donc je m'adresse à Vicky Baudouin. Quels sont les principaux défis auxquels les organisations, nos organisations, vos organisations sont confrontées face à cette évolution numérique et face au développement de l'intelligence artificielle? Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis venue ici en toute humilité. Je parle avec des entrepreneurs tous les jours et l'intelligence artificielle arrive dans nos milieux, se présente et bouscule les environnements. On commence à observer des solutions qui leur sont présentées.
toutes les industries et toutes les organisations vont être touchées d'une façon ou d'une autre, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Elles devront réviser ou même réinventer leur processus, leur modèle d'affaires, leur workflow, finalement. Et ce que je leur dis souvent quand je les rencontre, prendre le train, c'est la course contre la montre. Il y a une chose, c'est que si on regarde le train passer, le train va vite. Il va à une vitesse fulgurante parce que ça évolue à une vitesse incroyable. Par contre, si on embarque dans le train, déjà, il nous paraît aller moins vite. Nous sommes le début d'une nouvelle révolution et nous entrons dans une nouvelle ère et c'est important d'y adhérer. Il faut réimaginer son entreprise, puis ça peut être effrayant, voire risqué, mais imaginez si on ne la réimagine pas. D'abord, les défis pour les organisations, c'est les ressources financières pour mettre tout ça en place, pour se mettre en action. Il y a beaucoup de recherches. D'ailleurs, au Québec, on observe beaucoup de recherches, beaucoup de gens qui s'impliquent. Mais quand les entreprises veulent se mettre en action, les ressources financières sont difficiles parce qu'ils ont déjà à faire vivre, faire rouler la machine. Et ensuite, il faut que les organisations aient une maturité technologique adéquate pour y parvenir. Ce que je parle souvent avec mes clients et ce que je les sensibilise chaque jour, c'est au niveau de la sécurité des données confidentielles et la sécurité des données personnelles. Au Québec, on a une loi avec les données personnelles et je crois que c'est omniprésent ici aussi. Donc, c'est important de s'y conformer. Ensuite, les manufacturiers informatiques, ce qu'on observe, sont en train de développer des puces directement dans l'ordinateur, dans les processeurs, qui fait que l'intelligence artificielle va avoir son propre processeur pour répondre plus rapidement à la demande. On l'a observé dans les grands manufacturiers comme chez Dell ou comme chez Lenovo. Ce qui fait que l'intelligence artificielle va être plus accessible même dans les appareils directement. Ensuite, il va y avoir des défis RH, de la gestion du changement. Les tâches des employés vont se transformer, même les métiers vont se réinventer. On entendait des statistiques pas plus tard, comme de quoi que 80% des métiers d'ici 2030 vont se transformer. C'est une statistique assez intéressante. Puis ensuite, pour les organisations, le plus grand défi, à mon avis, c'est de comprendre comment l'IA peut être appliquée pour eux. Donc, c'est un des plus grands défis. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Hicham Al-Babdi, je pense que je vais vous interroger. Cette question relève de vos fonctions. Donc, pouvez-vous nous parler de l'importance de l'éducation, de la recherche et l'innovation dans le développement économique durable, notamment, évidemment, en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'IA? En fait, ça vient d'être rappelé comment les entreprises voient ça. Donc, soit elles voient ça comme une opportunité, soit un risque. Et parmi les risques qui ont été cités, il y a le risque sur les capacités, les capabilities, les capacités en fait humaines, en fait, les ressources humaines en fait de suivre ça. De toute façon, il n'y a pas de 10 000 solutions. Je pense que la seule solution, c'est l'éducation, c'est la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'Université Mohamed VI Polytechnique en intégrant sous le même chapeau des formations conventionnelles, donc formation ingénieur informatique, mais à côté des formations qui ne sont pas du tout conventionnelles. Donc via l'UM6P, nous avons aujourd'hui plus de 3000 jeunes Marocains, mais aussi quelques étudiants de l'Afrique subsaharienne qui suivent un parcours de formation sur les compétences digitales, numériques, via deux réseaux, le réseau 1337 fait partie du réseau 42 et une école YouCode qui fait partie du réseau Simplan. Ça, c'est une pédagogie qui est innovante, qui permet à ces jeunes-là en fait, de choisir leur propre rythme pour monter en compétences. Et aujourd'hui, il y a une telle demande que je pense qu'aucun d'entre eux n'a réussi à aller jusqu'au bout du parcours de formation. Donc, juste après le stage, chacun reçoit 3-4 offres d'emploi.
et quelques-uns continuent plutôt le week-end, parce que la semaine, ils travaillent. Et notre ambition, en fait, c'est d'élargir cette offre-là pour qu'on puisse juste se préparer à ce qui arrive et que le monde économique voit ça plutôt comme une opportunité d'adopter ces technologies pour une meilleure efficacité, une meilleure productivité. Voilà en fait comment on voit l'éducation au service de ce beau potentiel. Il y a aussi tout ce qui est reskilling, puisque 80% des jobs vont changer. Ben, en fait, il faut qu'on se mette à la page. Et, voilà. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer le code. Merci et puis bravo pour le travail accompli. Monsieur Chabanou, on va revenir aux entreprises. Quels sont pour vous les principaux défis que rencontrent, alors ça a déjà été dit, mais quels sont selon vous les principaux défis que rencontrent les entreprises de la francophonie, je précise, nos entreprises, dans l'adoption et l'exploitation de ces nouvelles technologies? Les entreprises bancaires, vous voulez dire. Donc pour les banques, même si la banque est une entreprise, donc je dirais les implications sont les mêmes pratiquement, mais encore plus importantes pour le secteur bancaire parce qu'il y a beaucoup de données, il y a les opérations qui sautent par des transferts de fonds très importants et donc par tout le fonctionnement du secteur bancaire. Et donc si l'intelligence artificielle pourrait apporter encore plus de sécurité, tant mieux. Mais là aussi, il peut apporter l'autre revers, plus donc d'ouverture où elle peut être utilisée par les hackers, par les criminels, donc par la cybercriminalité. Et ça, c'est une autre question. Le secteur bancaire dans le monde et au Maroc, puisque nous sommes au Maroc, en Afrique aussi, a été l'un des secteurs les plus ouverts sur les technologies de l'information, donc sur le digital, et de plus en plus. Et donc, c'est important. Soit dans la gestion interne, et donc l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans la réduction du coût en matière de gestion de la comptabilité, donc et tout ce qui est gestion interlogistique, mais également aussi sur la gestion du risque de crédit. Et ça, c'est très, très important. Et là, l'intelligence artificielle joue un rôle et elle est utilisée. Il y a déjà des logiciels, des applications d'intelligence artificielle qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ça peut aussi également servir au niveau de l'expérience client. Ça, c'est très important au niveau donc des banques. Et ça commence aussi à jouer. Ça joue dans les relations de clients en termes d'inclusion financière. Donc, vous voyez où on peut aller. Ça peut être encore développé davantage au niveau de l'intelligence artificielle pour justement réduire ces inégalités d'accès aux services bancaires dans le monde. Plusieurs pays l'ont montré. Augmenter la bancarisation, c'est un droit. Et plus on augmente la bancarisation donc, des citoyens, plus on fait face à d'autres sujets. Donc on ramène l'informel, c'est le cas dans plusieurs pays, au formel. On ramène la sécurité puisque les gens sont identifiés. On leur ramène aussi un certain nombre de services parce que quand donc nous sommes donc des citoyens qui sont dans la banque, ils peuvent bénéficier bien sûr d'accès à des crédits, maintenant que quand même il y a une inclusion financière, donc il y a des accès ou plutôt des services adaptés donc aux citoyens particuliers, mais aussi aux TPE, et ça c'est important, toute petite entreprise et TPME en général. Et donc l'intelligence artificielle peut vraiment jouer un rôle dans ce qu'on appelle la segmentation de la clientèle pour donc leur rendre le service adéquat, mais également au niveau de la gestion des risques de piratage, comme j'ai dit, c'est important aussi. À ce niveau, l'intelligence artificielle peut alerter à l'avance sur les fraudes. Et ça, c'est important. Par hasard, je regardais une chaîne hier, rapidement, le temps de m'endormir, et j'ai vu que maintenant, avec les caméras et l'intelligence artificielle, il montrait un type qui rentrait. C'était dans la sécurité, c'est même pas dans la banque, c'est dans la sécurité au niveau donc de la police. Et les caméras, oui, on parlait de Londres, voilà. Et on montrait les personnes partir, donc les mouvements, mais ils ne pouvaient pas, les équipes des centrales ne pouvaient pas suivre chacun. L'intelligence artificielle a permis aujourd'hui de voir si un individu tombe ou si un individu a un geste irrégulier, l'intelligence artificielle alerte sans que les équipes
justement, aux centrales, puissent, parce qu'on ne peut pas regarder tous les écrans. Ça, c'est important. Et donc, c'est aussi un élément de sécurité. Inclusion financière, c'est important, mais également aussi pour le respect de la conformité. Lutte contre le blanchiment de capitaux, lutte contre le financement du terrorisme, protection de la vie privée, donc des citoyens. L'intelligence artificielle peut, bien sûr, on le fait aujourd'hui, on respecte, mais l'intelligence artificielle peut introduire cette intelligence d'alerte. Et ça, c'est très important, et affiner les critères justement de détection de ces risques. C'est ça le rôle justement de l'intelligence artificielle qui pourrait encore être développée dans le secteur bancaire. Et il y en a encore d'autres, je dis, par exemple, vous savez que au niveau toujours de la protection des données à caractère personnel, il y a des lois partout dans le monde, c'est devenu même un critère, vous le savez, donc de notation des pays au niveau donc, de crédibilité. Le Maroc donc, est dans la bonne liste, donc il n'est plus ni grise ni noire. Donc ça c'est important, mais c'est la norme internationale qui est respectée. Ça attire les investisseurs et c'est un élément, l'intelligence artificielle, de sécurisation, d'attrait des investisseurs dans un pays. Donc ça rentre dans la sécurité globale. Donc l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses et le secteur bancaire, je ne dirais pas que c'est un laboratoire, mais c'est un exemple d'application, parce qu'on a dépassé, je pense, le laboratoire. Mais il faut, en matière d'intelligence artificielle, qu'on reste dans les laboratoires, qu'on développe davantage, donc augmenter la recherche, l'innovation. Et je crois qu'au Maroc, on peut être fier de l'UMP6 à ce niveau, et c'est très important. Je crois qu'il y aura d'autres questions qui sont posées en termes de formation par la suite. À ce niveau, ça c'est aussi très important pour le renforcement des capacités, mais je crois que je reviendrai ça sur un autre élément, je pense, si on suit le cheminement. Comme ça, je ne prends pas beaucoup trop la parole, il fallait m'arrêter. Suivons le cheminement, je n'ose pas vous arrêter. Donc on a parlé conformité et loi, donc je m'adresse à monsieur Étienne Giraud. Quelles sont d'après vous les mesures politiques, les mesures réglementaires, les mesures économiques qui devraient être mises en place pour une adoption réussie des nouvelles technologies et de l'IA dans les entreprises? Je crois qu'on a déjà expliqué que ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, c'est une révolution dont, je pense, on ne se rend pas compte de l'ampleur. Réfléchissez juste quelle était votre vie il y a 30 ans, au niveau administratif, au niveau organisation, au niveau commerce, au niveau business. Rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Mais comme c'est maintenant devenu tout à fait naturel, on ne s'en rend pas tellement compte. Donc il faut être conscient que l'intelligence artificielle, c'est une véritable révolution, une accélération, un accès à des données de masse, les machines qui va remplacer beaucoup de choses que l'homme faisait ou fait encore. Et donc, il faut l'accepter, il faut l'organiser et le réguler. Il faut donc donner les moyens de le développer. Et surtout, me semble-t-il, le grand défi à faire, c'est que l'intelligence artificielle, elle doit se développer d'une manière équitable sur la planète. Les anglo-saxons n'ont pas vocation à dominer davantage l'intelligence artificielle que les francophones. Donc il faut être conscient de ça et donc il faut se bouger. Autrement, on va rentrer dans un monde anglo-saxon. L'Afrique peut aussi perdre pied si elle n'est pas dans le train de l'intelligence artificielle. Donc, le développement de ces nouvelles technologies d'une manière relativement uniforme sur la planète est absolument capital. Autrement, les zones de pouvoir, les zones d'enrichissement vont complètement basculer sur la planète. Donc, il faut faire attention. Alors, si on est d'accord sur la profondeur de ce changement, qu'est-ce que peuvent faire les États pour aider à solutionner ce problème? Beaucoup de choses. Donc, il y en a des dizaines. Donc, je vais évidemment faire l'économie de vous dire une liste sans fin. Je voudrais juste limiter mon propos à 4, je ne vais pas les développer, je vais être très bref, à 4, parmi d'autres, à 4 actions que les pouvoirs publics pourraient prendre pour aider au développement de l'intelligence artificielle dans le monde francophone et en Afrique en particulier. Première idée, casser le carcan administratif et réglementaire qui gêne les entreprises. Avec l'intelligence artificielle, il faut que nos règles administratives, nos règles légales changent aussi rapidement. Vous ne pouvez pas demander
à des entreprises de remplir des registres à la main au moment de l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas franchir une douane en Afrique avec un registre de 877 pages, avec un gars qui recopie péniblement les noms des gens et personne ne va les lire. Il faut faire bouger tout ça. Quand une entreprise d'intelligence artificielle va demander des autorisations pour traiter des données de masse, par exemple, il faut évidemment que tout ça soit régulé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de régulation. Je pense que sans régulation, il n'y a pas de vie économique. Mais il faut quand même que les règles qui régissent la vie des entreprises soient simplifiées. C'est la première idée. Deuxième idée, il faut concentrer les formations sur les matières utiles à l'intelligence artificielle. Je regardais les maths, le langage informatique, la créativité, la logique. C'est des matières sur lesquelles il faut mettre, pardonnez-moi l'expression, mais le paquet. Est-ce que dans le système éducatif des pays, dans les pays francophones, dans vos pays, interrogez-vous, est-ce que l'éducation nationale ou privée met le paquet sur ces données? Si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Et le basculement d'influence dont je parlais tout à l'heure, il va avoir lieu. Alors au fond, je résumerai ça par une formule que j'aime bien, c'est il faut que l'alphabétisation numérique arrive à contrer l'illettrisme numérique. C'est ça qui devrait être marqué au fronton de tous les ministères de l'Éducation nationale. Contrer l'illettrisme numérique. Tant que vous en aurez dans votre pays, ben vous ne pourrez pas vous développer en intelligence artificielle. Troisième idée, il y en a 4. Troisième idée, financer les start-up. L'intelligence artificielle, ce genre de choses, beaucoup d'applications viennent de jeunes entrepreneurs qui ont des idées en général géniales et qui ont besoin d'être financées. Alors aux États-Unis, en général, ils trouvent quand même les financements assez facilement. En France, moi je trouve que c'est pas trop mal. Les start-up sont assez financées. On a des licornes, bon, c'est pas toujours facile. Et en Afrique, c'est difficile, plus encore. Et donc, attention au grand déclassement pour le pays francophone et pour les pays africains si on ne finance pas les start-up. Donc si on arrive avec les créneaux de financement habituels, regardez, est-ce que le projet est bancable? Il vaut mieux, évidemment, enfin, ne pas faire confiance à la jeunesse et simplement être dans la précaution et dans la non-prise de risque, on va se faire doubler. Donc financer les start-up. Et quatrième et dernier axe que je mettrai en avant, c'est qu'il me semble que les États, qui sont des arbitres, qui sont des stratèges, devraient être les premiers impulseurs en passant des commandes aux gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle et dans la nouvelle économie. En passant des commandes. C'est très concret. Donc, par exemple, les États, ils devraient, je sais pas, je prends des applications Covid, par exemple. Les problèmes de santé, ce sont les États qui peuvent passer des commandes à des opérateurs pour développer la e-santé. Les cours en numérique, la formation numérique devrait évidemment être promue par les États. Mais ça, à la fin de la journée, une application concrète, c'est qu'il faut passer une commande à quelqu'un. Et donc, vous me demandez qu'est-ce que peuvent faire les États? Passer des commandes à des cours numériques. Et puis, enfin, évidemment, faire bouger l'administration elle-même en la e-administrant. C'est-à-dire, peut-être, abandonner un peu le papier. Ça bouge beaucoup, ça évolue beaucoup, mais on voit quelquefois encore des séquelles de réglementation ou de manière de faire qui datent d'il y a 30 ou 40 ans. Mais là, il faut accélérer. Et donc, les États doivent investir là-dedans et ça peut être une impulsion. Car si vous passez des commandes, si les États passent des commandes à des start-up ou à des opérateurs, après, ça va se développer et ça va faire des petits. Donc voilà ce qu'il faut faire, me semble-t-il. Mais il y en a d'autres, mais j'arrête là. Merci. Alors c'est dommage parce que le ministre, notre vice-premier ministre cambodgien n'est pas dans la salle, donc on n'a pas pu vous écouter sur les réformes à adopter, mais je ferai passer le message. Hicham, il me semble que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Donc vu qu'on parlait des start-up à l'instant, est-ce que vous pouvez un petit peu nous partager votre expérience au sein de votre université, le rôle des start-up dans l'innovation? Exactement. En fait, il y a le volet le plus important, c'est la recherche. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en cours de développer, encadrés par des enseignants-chercheurs. Deuxième volet, donc, c'est la formation. Et de la formation, il y a de la formation initiale, il y a de la formation continue. Et troisième élément, c'est le volet entrepreneuriat. En fait, en donnant accès, l'opportunité à des jeunes
de développer des startups, de proposer des solutions. On en a, pour ce faire, l'expérience de l'UM6P est la suivante. Donc, nous avons développé toute une offre sur toute la chaîne de valeur, de la pré-incubation jusqu'à l'investissement, parce que nous avons notre propre fonds d'investissement pour prendre des participations dans les quelques startups. Tous les étudiants ont pas l'obligation, mais presque, on va dire l'opportunité, mais on les accompagne et on les invite fortement à développer quelque chose, même si ça ne marche pas, mais au moins en fait, développer cet état d'esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple de 1337. Dans 1337, juste à côté de l'école, il y a un incubateur, donc vraiment collé à l'école, juste pour développer cet esprit d'entrepreneuriat. Donc les domaines, et là nous avons la chance d'être en Afrique, et à partir de là, il y a beaucoup d'opportunités. Si on prend le domaine de l'agriculture aujourd'hui, on prend le Maroc, une 6e année de sécheresse, il faut récupérer n'importe quelle goutte d'eau et l'utiliser à bon escient. Et ça, aujourd'hui, en fait, on le fait à travers des capteurs, à travers le traitement des images satellites par des algorithmes très puissants qui nécessitent effectivement la capacité de calcul. Donc à l'UM6P, nous avons le plus grand data center du Maroc avec le supercalculateur le plus puissant en Afrique, classé numéro 1, donc qui permet à ces jeunes-là d'avoir accès à ces capacités. Donc j'ai parlé de l'agriculture, on peut parler de la santé, on peut parler de l'éducation. Les opportunités sont là. La seule chose, en dehors de ce que vient de dire monsieur sur tout ce qui est réglementaire côté État, c'est offrir l'opportunité à cette jeunesse-là pour y aller. Et c'est comme ça qu'on va en fait sauter, on va leapfrog, si on veut utiliser un terme en anglais, même si on est de la francophonie, le développement en fait grâce à ces technologies-là. Est-ce que vous avez quelques chiffres à partager sur les startups incubées au sein de l'université? Aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 800 porteurs d'idées, de startups, donc sur les 3 dernières années, sur toute la chaîne de valeur. Nous avons investi dans 27 startups qui ont réussi à lever 50 millions de dollars. Ça peut paraître peu si on compare par rapport à la Silicon Valley, mais pour le Maroc, c'est quand même assez impressionnant. Nous avons 40% de ces porteurs de projets, ce sont de jeunes filles. Donc c'est assez parlant de ce qui se passe en Afrique. Et nous, en fait, et à peu près 15%, c'est des chercheurs. Donc nous poussons aussi les chercheurs. En fait, il y a une incentive pour les chercheurs pour ne pas rester juste dans les laboratoires, aussi en fait aller jusqu'au bout en termes de chaîne de valeur. Donc en fait, aller vers le marché. Merci. Et merci de la participation. Je crois que vous devez nous quitter. Et pour rappel, il me semble que demain, il y a une visite qui est organisée au sein de l'université pour les participants à la... Oui, exactement. Juste, j'invite tout le monde. Donc, il y a une visite qui est proposée demain à Ben Guerir. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. On sera ravis, en fait, et honorés de vous recevoir. Donc, je dois absolument partir. J'ai des personnes qui m'attendent au JITEX. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Antoine, donc revenons au sujet de la francophonie économique. Donc, comment penses-tu que cette francophonie économique peut-elle influencer de façon significative via l'innovation et la recherche, tout cet univers des nouvelles technologies? Alors, je vais commencer quand même par modérer un peu ce que Étienne a dit concernant l'Afrique, parce que s'il y a un domaine où l'Afrique fait des pas de géant, c'est sur le numérique. On a même des secteurs où on est leader. Si vous prenez les fintech, le mobile money, aujourd'hui, l'Afrique est leader dans ces domaines-là. On se dote de stratégies IA, on se dote de stratégies de données. Donc, le numérique, les technologies avancées et l'IA, l'Afrique avance à très grands pas là-dessus. Donc, c'est vraiment un point que je tenais quand même à faire là-dessus. Alors, l'Alliance a déjà un groupe de travail sur le numérique. C'est le groupe de travail numéro 7. Donc, ça veut dire que l'Alliance a identifié qu'il peut effectivement influencer positivement et encourager en fait les différents pays de l'Alliance sur ces sujets-là. Et qui dit innovation, recherche dans le numérique et IA ne peut pas ne pas parler de start-up. Donc l'Alliance, effectivement,
peut accompagner les différents pays et les différents patronats en fait dans la diffusion des meilleures pratiques en matière d'accompagnement des startups. D'ailleurs, il y a un livrable que l'Alliance a fourni dans ce sens. Ce point-là d'accompagnement des startups a fait apparaître un certain nombre d'axes sur lesquels l'Alliance pourrait accompagner. Donc, accompagner donc sur tout ce qui est aspect juridique et réglementaire, comme Étienne l'a dit tout à l'heure, on est tout à fait d'accord là-dessus. Aider les structures d'accompagnement, d'accord, aider à les structurer, les encadrer, vraiment à les renforcer, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat d'innovation, les SAEI comme on les appelle. Les fonds d'amorçage, c'est un sujet sur lequel on a d'énormes problèmes pour nos startups. En effet, on trouve beaucoup de fonds pour accompagner des entreprises, des startups à passer à l'échelle, mais on trouve très peu de fonds sur la partie amorçage. Ça, c'est effectivement un sujet quand même assez important. Deuxièmement, le sujet qui est important pour moi, c'est la recherche universitaire. Je crois qu'il y a quelque chose que les anglo-saxons réussissent bien, les États-Unis ils le réussissent bien, c'est un partenariat fort entre les entreprises, les universités et les structures d'accompagnement. Parce que faire de la recherche pour faire de la recherche, pour moi, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir, grâce à ce partenariat fort qu'on a entre les entreprises et les universités, faire des produits de recherche une innovation. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, la recherche, pour moi, c'est vrai, il y a la recherche fondamentale, mais à la fin, quand même, il faut que ça arrive à quelque chose. Donc, dans notre secteur, je crois que les résultats de recherche, on devrait pouvoir, grâce à des partenariats forts avec les entreprises, arriver, en fait, à les transformer en innovation. Donc, deuxième point important, donc ce partenariat fort à faire entre les entreprises, les universités et même les structures d'accompagnement. Et dernier point, on ne peut pas parler de recherche et innovation dans le secteur du numérique sans parler de capital humain. Et ce capital humain-là, je peux vous dire que dans l'espace francophone, on a beaucoup d'expertise dans ces domaines-là. Et donc, l'Alliance pourrait mettre en place une plateforme d'échange, une plateforme en fait qui cartographie toute l'expertise, les acteurs, les solutions, afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs de pouvoir faire des échanges d'expertise, de solutions à travers cette plateforme-là. Sur le premier sujet des startups, ce que l'Alliance pourrait faire, c'est aider les pays à se doter d'une loi startup. D'accord ? Je crois que ça a un impact assez important dans beaucoup de pays qui l'ont adopté. Pour la partie coopération entre universités et entreprises, c'est mettre en place une plateforme d'échange. Et donc, voilà 3 actions concrètes que l'Alliance peut faire pour vraiment accompagner l'innovation et la recherche dans le numérique et dans l'IA. Merci beaucoup, merci Antoine. Caroline, on va partir d'un exemple un peu plus précis, donc le cas de votre société OVH Cloud. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience un petit peu sur vos actions en faveur justement de l'innovation et de tout ce qui est adoption des nouvelles technologies, notamment dans l'espace francophone, puisque c'est un de vos marchés? Je vais revenir peut-être sur certains points qui ont été partagés. Il est vrai que dans l'intelligence artificielle, les startups ont un rôle extrêmement important à jouer et il faut l'encourager. On a besoin d'innovation locale dans les différents pays. Pourquoi ? Parce qu'à terme, l'intelligence artificielle a un impact sur la langue, sur la culture. On le voit bien dans l'utilisation que l'on peut en faire dans notre quotidien, qu'en font les adolescents, les étudiants. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet écosystème qui se développe dans chaque pays pour aussi vraiment être en phase avec les besoins des entreprises et des clients. Donc voilà, mon premier message, c'est soutenir l'écosystème des startups. Nous-mêmes, nous sommes engagés
dans ce soutien aux startups et en particulier puisque nous sommes ici en Afrique et avec le GITEX, on soutient les startups africaines avec de la mise à disposition d'infrastructures, avec de l'accompagnement technologique pour les aider dans les toutes premières années à se développer en leur mettant à disposition des facilités. Donc ça, c'est le premier point. J'ai parlé tout à l'heure d'infrastructure. Sans infrastructure, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Derrière les belles applications que vous voyez, il y a de la puissance de calcul très forte, très importante. C'est d'ailleurs un enjeu important par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. On a développé des technologies qui sont moins disantes en termes de, non, au contraire, protectrices en matière d'environnement, car elles consomment moins d'eau. On sait qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est data center, il y a des demandes très fortes de consommation d'eau. Ça a un impact fort, notamment dans des pays sur lesquels il y a un stress sur l'usage de l'eau. Et c'est extrêmement important d'avoir des technologies qui vont consommer le moins possible d'eau. Et c'est possible grâce au water cooling. C'est un enjeu aussi économique puisque cette puissance de calcul, elle coûte cher aussi. Donc, il faut pouvoir l'accompagner, démocratiser, être compétitif, ne pas pratiquer des prix prohibitifs. Ça, c'est la puissance de calcul. Mais derrière l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Et donc, pour faire tourner des algorithmes, pour faire tourner des applications, on doit pouvoir accéder à la donnée. Et là, ça pose des questions, on en a parlé également, de protection des données, que ce soit celle des citoyens ou celle des entreprises. Donc l'enjeu dans ces cas-là va être de pouvoir déployer, utiliser des données qui sont dans des environnements de confiance maîtrisés, dont on sait qu'ils vont parfois être privés, parce que toutes les entreprises ne souhaitent pas voir leurs données exposées sur Internet. Il y a eu des convenus de certains grands groupes au début en utilisant ChatGPT, en donnant des données à ChatGPT qui étaient restituées après à tout le monde sur Internet. Donc c'est un véritable enjeu dont les entreprises doivent avoir conscience. Donc c'est pour ça qu'on développe des solutions de confiance. C'est important aussi d'avoir des solutions locales. On lance au mois d'août notre première local zone au Maroc avant de fournir des capacités dans différents pays africains. Donc voilà, des startups pour les applications, des infrastructures accessibles et si possible avec un impact limité sur l'environnement. Et enfin, des données qui sont protégées lorsqu'elles doivent l'être. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Monsieur Étienne Giros, suite aux initiatives dont parlait Antoine au sein de l'APF, quelle autre initiative de collaboration vous voyez au sein de la francophonie afin de relever tous ces défis liés aux nouvelles technologies? Comment est-ce que vous voyez ça? Merci. Je vous remercie de cette question parce qu'évidemment, il faut passer maintenant à l'aspect concret. Qu'est-ce qu'on fait ensemble dans la francophonie? Oui, ça va, très bien. Donc, c'est pour Étienne tout d'abord. Vous m'avez à moi? Non, c'est à moi, je crois, mais comme vous voulez. Étienne. Bon. Donc, comme dans la francophonie, il faut évidemment développer des questions pratiques et des solutions pratiques. Alors, je voudrais vous citer quelques-unes qui viennent à l'esprit pour résoudre les questions qu'on a évoquées ou les faire avancer. La première, c'est qu'au sein de la francophonie, nous pourrions organiser des rencontres entre entreprises francophones sur ces sujets-là, qui prendraient la forme de forums, d'échanges de données, de rencontres entre les acteurs et de transfert de technologies. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et il faut sortir du réflexe de toujours se tourner vers les anglo-saxons. On pourrait aussi avoir le réflexe de se tourner vers le monde et la communauté économique et d'entreprises francophones. D'ailleurs, je voudrais quand même vous citer quelques exemples qui ne sont peut-être pas connus, mais où les choses avancent bien dans ce sens-là. Connaissez-vous les Orange Digital Centers? C'est la société Orange. Elle en a créé 17, notamment en Afrique, qui reçoivent des start-upers dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ces questions-là, et qui les coachent et qui leur donnent des moyens. Il y a aussi Total Energy qui organise un prix qui est le start-upper de l'année. Et il y a enfin, par exemple, la Fondation Pierre Fabre qui finance des projets et des observatoires sur la e-santé. Donc, oui, on peut, ensemble, entreprises francophones, faire des choses. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, je pense qu'au sein du monde francophone, nous pourrions ensemble définir un contour juridique, des réglementations, des standards et des normes qui régissent ce nouveau monde.
car il me semble qu'on a quand même deux grands défis devant nous avec l'intelligence artificielle. Le premier, je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le bouleversement que ces nouvelles technologies vont causer dans notre organisation économique. Vous avez tous conscience que des métiers entiers vont disparaître, remplacés par l'intelligence artificielle. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, dans 10 ans, leur métier n'existera plus. Alors, ça, on le sait plus ou moins, mais on commence à avoir des mouvements. Il y a quelques corps de métier qui commencent à faire des manifestations, etc. On va disparaître. Mais c'est du sérieux, c'est en 3 ans ou 4 ans. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une réflexion là-dessus au niveau de la francophonie. Ensuite, il y a la question de la liberté que pose le développement de ces technologies, puisque quand même la puissance énorme de l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences fortes sur notre propre vie, d'abord de sécurité, mais ensuite de protection des données personnelles, de présentation à jour de données nous concernant, puisque finalement, l'intelligence artificielle, le cloud, toutes ces choses-là vont avoir accès à beaucoup de données nous concernant. Et je pense que ça doit donner lieu à des normes, à des réglementations, et elles peuvent être de nature francophone. Et ça me permet d'arriver à la troisième et dernière idée, qui est qu'il y a un sujet aussi que nous pourrions ensemble, francophones, aborder, qui est celui de la cybercriminalité. Le mot n'a pas encore été prononcé, mais plus l'intelligence artificielle, plus ces technologies vont avancer, plus on va être sous la menace des cybercriminels. Et je pense qu'on n'a pas encore tout vu, loin de là. Donc, il faut des forces de police, des forces d'enquête et peut-être des réglementations qui nous permettent de lutter contre ce qui risque, me semble-t-il, de devenir un fléau. Il ne se passe pas une semaine où on n'apprend pas que telle organisation publique, privée, telle entreprise a été l'objet de cybercriminels. Et un jour ou l'autre, ça pourra peut-être déboucher sur des catastrophes. Donc tout le monde est conscient de ça, mais pour l'instant, c'est un peu au niveau collectif, mais c'est surtout au niveau national. Et il peut y avoir des approches francophones aussi. Voilà les quelques pistes que je pourrais donner. Merci pour ces pistes de réflexion. Monsieur Elhadi, si vous voulez poursuivre. Désolé, parce que ma voisine m'a donné le micro. Je croyais que c'était pour moi. Pour conclure, c'est ça? Donc, si vous permettez, il y a tout ce qu'on a dit sur... on converge, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on converge à ce niveau. Et c'est cette convergence qu'on aimerait qu'elle soit portée davantage dans les pays francophones, secteur public et secteur privé, pour la normalisation. Et ça, c'est très important au niveau réglementaire. Chaque pays a sa réglementation. Certains groupements, organismes au niveau de l'Afrique a aussi, comme au niveau de la CEMAC, au niveau de l'UMOA, au niveau donc, de l'Europe aussi. Et ça, chacun a sa réglementation plus ou moins avancée. Et là, peut-être une harmonisation serait utile au niveau donc, des pays francophones, bien entendu, dont le Maroc. Ça, c'est important. 2, au niveau des start-up, Hicham Habté, on a parlé, vous-même, donc il y a un certain nombre d'offres. Au Maroc aussi, il y a un programme start-up important. Et donc, c'est l'œuvre d'abord du gouvernement, ce que j'appelle l'environnement. Et donc, il est mis en place, donc il est en marche, mais en partenariat avec le secteur privé. Et ça, c'est très important à ce niveau, comme vous le savez bien. Dans le monde, les startups ne sont pas financées par les banques. Ce n'est pas le financement classique, mais c'est par les fonds d'investissement ou pour des apporteurs ou par des filiales, mais qui ne sont pas des banques. Ce n'est pas le crédit, je dirais, direct, classique. Et là aussi, des produits adaptés s'avèrent utiles. Mais l'accès au financement n'est pas le seul, je dirais, besoin. Mais c'est d'abord l'accompagnement en soi, donc des promoteurs de start-up. Et on a plusieurs en Afrique, il faut quand même le dire, dont le Maroc, dans les pays francophones, il y en a, mais ça encore, on en fait une affaire de, je dirais, de spéculation. On a remarqué, par exemple, dans certains pays, donc des start-up, on les crée 3 ans, 4 ans, on passe ce qu'on appelle sur le plan financier la vallée de la mort. Donc les 3 ans, on est bien, on est sur place, et donc on revend, on fait une plus-value, mais je connais des gens des entreprises qui le font. Ça, c'est très important aussi, ça fait quand même
Donc, ça fait le marché. Donc, côté réglementaire, donc une harmonisation est utile. Elle est sur plusieurs, justement, créneaux, mais il faudrait qu'il y ait au moins un minimum entre les pays francophones. Et c'est là où la francophonie économique et digitale pourrait jouer un rôle important. Et là, je rends hommage à Madame la directrice, Madame Florence Briouin, donc, qui n'a pas pu nous appeler, m'appeler hier, donc elle a été retenue pour raisons personnelles, et donc qui œuvre justement pour développer tout ce qui est francophonie digitale et économique, et c'est important entre les pays francophones. Donc ça, c'est tout ce qui est aussi accompagnement nécessaire. Troisièmement, au niveau, parce qu'on oublie, on parle entre nous, on parle de nous, les entreprises, les banques, les gouvernements, mais on oublie les bénéficiaires, les destinataires, les cibles. Donc il faudrait aussi, entre parenthèses, banaliser, démocratiser, qu'il n'y ait pas d'exclusion d'accès à l'intelligence artificielle des citoyens, qu'on ne retombe pas dans justement cette rupture qui existait auparavant, qui a été un petit peu palliée grâce au téléphone mobile, et ça c'est important, mais l'accès donc à l'intelligence artificielle à tous les citoyens, qu'ils soient particuliers, soit TPE ou start-up, ou plutôt petites entreprises. Deux, c'est permettre aussi l'accès au niveau des outils. Et ça, c'est important. Le financement n'est pas, je dirais, le seul élément, mais aux outils, justement, de l'intelligence artificielle, d'où le rôle de la formation initiale et même dans l'éducation dès le jeune âge. Aujourd'hui, les enfants ont accès au téléphone, aux tablettes, donc sont déjà préparés dans leur tête à l'intelligence artificielle. Et nous tous, nous avons vous le savez bien, mieux que moi, sur ça, nous avons sur Microsoft, donc pour les images, c'est de l'intelligence artificielle, comment on appelle ça, copilote, je pense, pour jouer sur. C'est une intelligence artificielle, mais elle est gratuite. Mais c'est une petite application, j'allais dire, c'est un produit d'appel qui va être peut-être payant par la suite. Donc, évitons aussi, donc, et évitons cette exclusion et permettons donc l'accès. À quel prix aussi, ça c'est important, de l'intelligence artificielle. Ça peut aller des citoyens comme entre les pays, comme ça, et on évite encore cette exclusion et ce déphasage. Mais aujourd'hui, le monde est fait de normes, de normalisation, d'homogénéisation. Et donc, sur certains aspects, comme celui de l'intelligence artificielle, tous les pays ont intérêt qu'on soit sur le même point d'égalité, étant donné les flux transfrontaliers des données, des fonds, des citoyens. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Le Covid-19 ou la Covid-19 nous a montré la préparation, plutôt l'acceptabilité par les citoyens du digital, même analphabètes. Et nous avons vécu au niveau du secteur bancaire dans tous les pays du monde ce qu'on appelait le report de crédit. Partout, donc dans le monde, les gens ne pouvaient pas se présenter, il n'y a pas aux agences bancaires, ils ne pouvaient pas travailler, il n'y a pas de travailler. Les entreprises ne pouvaient pas fonctionner, donc il y a des pertes. Donc il fallait reporter au moins les crédits. Et ça, c'est fait de manière, je dis, digitale et à distance. Même pour les citoyens, par exemple, si je prends le cas du Maroc, pour les citoyens bénéficiant de crédits économiques à l'équivalent de 25 000 dirhams, les reports ont été faits en concertation dans le cadre d'un comité, le comité national donc, de veille économique, entre public, privé, entreprises, banques, et on a convenu que donc on fait automatiquement les reports pour les clients concernés sans qu'ils se présentent. Et ça, on a trouvé une réactivité. Deuxième exemple au niveau du Maroc, c'est le numérique. Mais numérique, intelligence artificielle, un jour on va peut-être dans quelques années, on ne va plus parler d'intelligence artificielle parce qu'elle va devenir un outil comme les autres, et peut-être on arrivera justement aux nanotechnologies et on n'aura plus besoin de ce téléphone, peut-être coller une puce quelque part sans nous faire mal. On va l'utiliser comme ordinateur, comme téléphone. Donc vous voyez qu'on avance très rapidement
mais je tiens à insister sur la formation, sur les ressources humaines, les compétences, sur l'accès des citoyens à l'intelligence artificielle. Et je pense que la francophonie, de manière générale, peut jouer un rôle important dans ce domaine, parce que la francophonie, ce n'est pas uniquement, je termine par là, ce n'est pas uniquement la langue. Non, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Moi, je le dis en tant que secrétaire général de l'Union bancaire francophone, nous avons parmi nous, et c'était une idée qui est venue à nous, comme nous sommes aussi à l'Union des banques arabes, c'est venu de l'Union des banques arabes, la création de l'Union bancaire francophone. On l'a créée à Paris, et on l'a créée ici à Marrakech, dans cette salle, en présence de l'ancien secrétaire général de la francophonie, de l'OIF, Monsieur le Président Abdou Diouf, qui était ici, et on l'a créée en 2012 pour dire que la francophonie peut jouer un rôle important, mais ce n'est pas un objectif. On n'a pas besoin non plus d'être, et je parlais de l'Union des banques arabes, de parler français, mais on a l'esprit de la francophonie, et ça, c'est très important. Donc, on est plus que, vous pouvez le penser, on est plus de 500 000 en Afrique, justement, qui parlent français aujourd'hui, mais c'est le brassage entre les différentes cultures, l'ouverture, la tolérance, mais également aussi cet objectif gagnant-gagnant. Et ça, c'est très important. Il faut être réaliste également. Je pense que l'intelligence artificielle au sein de la francophonie, notre réunion d'aujourd'hui, donc le montre, peut être un élément justement de convergence au niveau donc technologique, mais avec toutes les répercussions socio-économiques sur le social, parce que l'humain doit rester l'humain. Et je vous remercie. Voilà. Merci pour cette... Je ne vais plus parler, parce que sinon je ne vais plus m'arrêter. Merci beaucoup. En tout cas, on le voit, les défis sont nombreux et très divers. Vicky, vous avez été la première à intervenir là-dessus. Quelles solutions vous voyez de votre côté? Donc, je vais m'adresser à chacun des leaders dans la salle. Comment vous pouvez changer ou apporter une action déjà dans vos entreprises? Une petite action. Un changement à la fois, une innovation à la fois. Comment on peut commencer à générer l'intelligence artificielle? Moi, je vous le dis, dans mon organisation, on a commencé à intégrer, à faire des petites actions pour apprivoiser l'intelligence artificielle. Par exemple, sur notre site web, on a mis un chatbot AI. C'est simple, très simple à appliquer, mais déjà, on a des données marketing super enrichissantes au niveau de nos ventes qui nous donnent des vrais leads de vente déjà. Chaque organisation doit identifier les processus à améliorer, puis éventuellement monétiser les gains qu'ils vont avoir avec ces intelligences-là. Ce qui veut dire que si vous monétisez le retour sur investissement, imaginez à quelle vitesse vous pouvez améliorer la rentabilité de votre organisation. Je parle d'organisation, mais je parle autant d'entreprises que de sociétés, que d'acteurs du gouvernement. Où, en fait, l'intelligence artificielle, ça s'adresse pour tout le monde. Mais comment, dans votre organisation, vous pouvez générer du changement? Et commencer par des petits changements. C'est mon conseil sur ça. On parlait de cybersécurité tout à l'heure. C'était très intéressant parce qu'effectivement, dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle, elle est déjà intégrée. On l'observe, elle détecte le jour zéro depuis déjà plusieurs années. On l'observe aussi dans la sauvegarde de données. Ils vont détecter les cyberattaques avant que l'utilisateur final l'ait détecté. Donc, il y a des protections qui sont là. On ne le dira jamais assez, il faut miser sur la cybersécurité dans les organisations, où qu'elles soient. Ce qui serait intéressant au sein de la francophonie, ce serait de partager toutes nos belles histoires, un peu comme un storytelling. Si chacun partage sa petite innovation, imaginez la masse que vous allez pouvoir créer tout le monde ensemble. On va avoir créé une richesse, un petit pas à la fois, puis influencer, on va s'être tous influencés les uns les autres. Je crois fermement qu'on peut se rendre plus fort entre pairs et assurer un positionnement fort
J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de mon collègue tout à l'heure quand il parlait de le maillage qu'il y a aux États-Unis, là, qui est très, très fort. Effectivement, on l'observe. Je reviens d'un congrès, justement, des États-Unis, et dans ce congrès-là, on observait des joueurs, des grands manufacturiers s'allier avec les universités, s'allier avec le gouvernement et des compagnies d'intelligence artificielle. Donc, ils font des créations, de la co-création. Ils sont très puissants à ce niveau-là. C'est ce qu'il faut faire. Puis je dois vous avouer que mon voyage au Maroc, j'étais ici en exploration. C'est la première fois que je viens ici. Comme je vous ai dit, je viens en toute humilité et je découvre une francophonie qui est enrichissante, qui est riche de sens pour moi, puis qui est porteuse vraiment de quelque chose de plus grand encore que ce que j'avais imaginé. Voilà. Merci beaucoup, Vicky. Je pense qu'on va se rapprocher de la conclusion et je laisserai la parole à Antoine très très bientôt pour conclure. Mais juste Caroline, on parle en général de souveraineté numérique, on sait qu'aujourd'hui tout ce qui est nouvelles technologies, IA, les blocs chinois et américains sont aujourd'hui imposants, importants et omnipotents même. Comment est-ce que vous voyez, vous, un positionnement possible pour l'espace francophone ? Je pense que ce qui nous réunit tous ici, c'est justement cette langue, cette francophonie. On voit dans les applications de l'intelligence artificielle qu'il y a énormément d'applications qui permettent de la production de contenu, quelle que soit la forme de contenu. Et donc, c'est extrêmement important, si on veut arriver à avoir des contenus en phase avec notre langue, mais aussi avec notre culture, d'arriver à maintenir une innovation et des applications qui sont produites localement. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde du cloud et de l'informatique est très largement dominé par les acteurs américains et les acteurs chinois. Leur atout, c'est qu'ils partent d'un marché domestique qui est extrêmement important. Ils ont tout de suite des économies d'échelle et ils sont très soutenus aussi par leurs États. Le challenge de la francophonie, et je ne devrais pas un terme anglais, c'est que nous sommes plus fragmentés. Donc c'est important qu'on travaille ensemble, qu'on s'allie, qu'on identifie les pépites qui peuvent exister dans les différents pays pour en assurer une promotion qui va au-delà du pays, permettre aux entreprises, aux startups qui ont innové de grandir et dans toute la francophonie. C'est important aussi, on en a parlé, d'avoir un socle réglementaire commun, car très vite, on peut se retrouver bloqué sur des questions réglementaires. Donc il faut arriver à partager certaines réglementations. Il y a des sujets d'éthique, il y a des sujets de protection des données, afin de pouvoir aussi avoir des applications qui dépassent les frontières d'un pays. Donc voilà, je suis optimiste, mais je pense que c'est important qu'on capitalise vraiment sur ce scope, ce périmètre de francophonie pour pouvoir se développer et avoir des acteurs de taille qui pourront rivaliser sur un plan international. Mais c'est important aussi pour préserver notre culture à terre. Donc voilà. Merci beaucoup, Caroline. Cher Antoine, je vais te laisser le mot de la fin, avec sûrement, j'imagine, un rappel du rôle et des actions de l'APF dans ce sens. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, peut-être dire un mot sur certaines interventions concernant l'harmonisation des cadres légaux et réglementaires dans l'espace de l'Alliance. Ce qu'il faut voir, c'est que tous nos pays sont dans des zones économiques, en général. Et dans ces zones économiques-là se conçoivent des directives sur des réglementations structurantes dans tous les domaines, y compris dans le numérique. Donc, il va être très, très difficile, ce n'est pas sur le numérique seulement, d'aller vers certaines harmonisations légales et réglementaires qui sont limitées, en fait, aux pays de l'espace de l'Alliance des pays francophones. Donc ça, c'est quand même très, très important. Je crois que l'Alliance devrait plus, chercher peut-être à faire de l'interopérabilité, j'allais dire, sur ces réglementations, si je veux utiliser un terme qui s'y est dans notre débat, voir un peu comment ces réglementations peuvent s'articuler. Je pense que c'est ça qu'il faut plutôt voir, plutôt qu'essayer d'harmoniser, parce que ce n'est pas toujours possible
très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas possible de le faire parce que c'est fait au niveau des zones économiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire et dire que l'Alliance devrait peut-être aller vers des boîtes à outils qu'on peut utiliser pour aller plus vite, vers de l'appui technique, peut-être de l'appui financier, etc. Mais je veux dire des accompagnements qui puissent, je veux dire, s'intégrer facilement et en fait impacter facilement donc, les différents pays de l'Alliance. Alors, pour arriver à ma conclusion, c'est de dire que aujourd'hui, on voit tous que les technologies numériques et l'IA constituent des opportunités extraordinaires, mais également des menaces. J'ai parlé surtout pour nos entreprises, parce qu'il s'agit de l'Alliance aujourd'hui. Et donc, ces opportunités-là, on les connaît tous, hein, plus d'efficacité opérationnelle, innovation, capacité d'innovation accrue, aide à la décision, etc. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on doit pouvoir saisir avec ces technologies numériques avancées. Il y a également des menaces fortes, notamment liées à la cybercriminalité, pour liées à l'éthique, etc. Il y a beaucoup de choses aux données personnelles, il y a beaucoup de menaces. Et donc l'idée, c'est de voir nos entreprises, comment elles peuvent se préparer effectivement à saisir ces opportunités et à juguler ou à limiter ces menaces. C'est ça la question principale. Et comment l'Alliance peut aider dans ce sens-là. Je crois que c'est un sujet tellement sérieux que les entreprises devraient, à mon avis, s'engager sur des plans stratégiques de transformation numérique, y compris d'introduction de l'IA. Elles devraient s'engager dans ça et donc être en mesure, dans le cadre du diagnostic de ce plan stratégique, faire une mesure de leur maturité digitale et derrière dérouler les différents axes, avoir du pilotage, etc., gérer les risques. Donc nos entreprises doivent réellement s'orienter vers l'élaboration, avec l'accompagnement d'experts dans ce domaine, de plans stratégiques de transformation numérique de nos entreprises. Alors, exemple de boîte à outils, par exemple, que l'Alliance pourrait fournir dans ce cas-là, c'est un baromètre de maturité digitale. Ça, ce n'est pas quelque chose, une réglementation qu'on va imposer ou qu'on va essayer d'harmoniser, mais un baromètre de maturité digitale, c'est quelque chose qui est très utile pour nos entreprises pour arriver à voir où est-ce qu'elles en sont et quel est le gap qu'il va falloir, je veux dire, combler. Et ça sera vraiment très, très utile. Donc, ce sont mes derniers mots pour dire, vraiment, il faut surtout qu'on saisisse les véritables opportunités qu'offrent les technologies numériques, surtout avancées, et l'IA en particulier. Non, juste pour dire que sur la capacité de la communauté francophone d'influer sur les règles et la réglementation, je suis tout à fait d'accord. Elle est quasiment nulle puisqu'il y a différentes zones, etc. En revanche, notre capacité, elle est dans l'influence. On a quand même le droit de réfléchir ensemble et la communauté ou l'Alliance peut faire des recommandations, au moins chacun dans sa zone. Et puis enfin, la deuxième et dernière remarque très brève, c'est que là, ici, nous avons eu cette table ronde sans intelligence artificielle et j'ai quand même trouvé qu'on tient encore un peu le coup. Donc, elle a encore un peu de souci à se faire, l'intelligence artificielle. On va encore la commander. Merci à toutes et à tous.